Et si je vous disais que il existait autrefois un roi si déformé physiquement que son propre peuple croyait qu'il était maudit par le diable en personne? Voici Charles II d'Espagne, un monarque dont l'apparence était si choquante que même sa propre cour murmurait qu'il devait être ensorcelé. On l'appelait El Hechizado, l'ensorcelé. Mais la vérité, c'est que Charles n'était pas victime d'une malédiction surnaturelle. Il était condamné par quelque chose de bien plus sinistre, son propre sang royal. Voici l'histoire de la dynastie la plus puissante d'Europe et de comment elle s'est détruite elle-même de l'intérieur, en donnant naissance à un roi si difforme que lorsqu'il mourut, son autopsie révéla des horreurs qui semblèrent confirmer toutes les peurs surnaturelles que ses sujets avaient chuchotées pendant des décennies. Quand les ambassadeurs étrangers rencontrèrent Charles II pour la première fois, beaucoup ne purent cacher leur choc. Voilà le roi de l'empire le plus puissant de la terre, et il n'arrivait même pas à fermer la bouche. Sa mâchoire avançait tellement que ses lèvres ne pouvaient se rejoindre, laissant sa bouche ouverte comme une porte brisée. Ce n'était pas un simple accident de naissance, mais le résultat inévitable de 2 siècles d'obsession maladive des Habsbourg. Garder le sang pur. En réalité, ils jouaient à une roulette russe génétique avec leurs propres descendants. La règle était simple. Se marier entre eux pour que le pouvoir reste concentré. Cousin avec cousine, oncle avec nièce. Et parfois, les arbres généalogiques S emmêlaient tellement qu'un seul individu pouvait être son propre cousin à plusieurs reprises. Les parents de Charles, oncles et nièces. Ses grands-parents des 2 côtés, oncles et nièces aussi. En remontant la lignée, on découvre que Charles avait la diversité génétique D, une famille isolée sur une île déserte pendant des générations. Le résultat portait un nom médical, le prognatisme mandibulaire. Mais le monde l'appelait autrement, la mâchoire des Habsbourg. Chez Charles, la mâchoire inférieure avançait si fort qu'en fermant la bouche, il restait encore un espace par lequel on aurait pu glisser une pièce de monnaie. Ses dents ne alignaient pas du tout. La rangée supérieure restait cachée derrière la rangée inférieure, rendant la mastication impossible. Chaque repas devenait un supplice. Les cuisines royales devaient réduire ces plats en purée, les transformer en bouillie ou en liquide. Même ainsi, manger était un processus pénible. La soupe s'échappait des coins de sa bouche. Les morceaux solides tombaient aussitôt. Les dîners royaux, qui auraient dû être des démonstrations de grandeur et de puissance, se transformaient en spectacles grotesques où les serviteurs essuyaient sans cesse la salive qui coulait de son menton. Et pire encore, sa parole était presque inintelligible. Cette déformation qui l'empêchait de manger normalement transformait chaque proclamation royale en un combat laborieux. Les diplomates étrangers avaient eu besoin d'interprètes, non pas à cause de la langue, mais parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les sons pâteux et brouillés qui sortaient de la bouche du roi. Même sa mère, la reine Marianne, écrivait dans ses lettres sa peur constante que son fils ne étouffe dans son sommeil avec sa propre langue. Le roi le plus puissant d'Europe, considéré comme un risque d'étouffement. Et pourtant, les Habsbourg savaient. Ils savaient que leur mariage consanguin produisait des enfants de plus en plus difformes. Mais ils continuaient. Le pouvoir comptait plus que l'agonie physique de leurs héritiers. Charles, en naissant, était déjà plus qu'une expérience vivante de ce qui arrive lorsque la génétique humaine effondre sous le poids de obsession du sang pur. La mâchoire des Habsbourg n'était que le sommet de l'iceberg. Tout le corps de Charles II défiait la nature. À 35 ans, il ressemblait à un enfant malade tordu et étiré par une force cruelle. Il ne mesurait qu'1,50 m environ. Son crâne énorme semblait balloté sur un cou trop faible pour en supporter le poids. Ses bras et ses jambes, aussi fins que des os, rendaient son corps rachitique et déséquilibré. Son torse, lui, était comprimé, voûté, comme s'il portait en permanence un fardeau invisible. Charles ne marcha pas avant l'âge de 8 ans. 8 ans. Un enfant normal fait ses premiers pas à 1 an. Charles passa près d'une décennie incapable de soutenir son propre poids. Et lorsqu'il réussit enfin, ce n'était pas vraiment marcher. C'était tituber, se traîner en s'accrochant au mur, comme un vieillard.
Son dos, si tordu, accentuait son allure pathétique. En réalité, son corps n'était que le concentré des ravages génétiques accumulés sur des générations. Et son esprit n'était pas épargné. Charles avait les capacités intellectuelles d'un enfant, même adulte. Il apprit à lire à 10 ans, laborieusement, et ne comprenait que des bribes. Ses professeurs disaient de lui « tenter de remplir un vase brisé ». Tout ce qu'on lui enseignait s'échappait aussitôt. Ses émotions, celles d'un bambin. Il pouvait entrer en crise pour un rien, hurlant, frappant, jetant des objets, avant de retomber dans une torpeur muette, assis des heures entières à fixer le vide. Même ses cheveux trahissaient sa malédiction. Il poussait en mèches clairsemées, tombait par plaques, laissant son cuir chevelu semblable à la peau malade d'un animal. Les peintres de cour tentèrent de l'embellir, mais même leurs pinceaux flatteurs ne pouvaient cacher l'évidence. Le roi se décomposait vivant. Et ce qui était le plus effrayant, Charles ne se stabilisait pas en vieillissant. Il déclinait plus vite encore. Son corps s'effondrait comme s'il voulait cesser de fonctionner. Un être humain dont la biologie elle-même semblait vouloir mettre fin au supplice. Et c'est là que le drame privé devint catastrophe politique. Le trône le plus puissant des Europes appartenait à un roi incapable d'engendrer un seul enfant. Charles se maria 2 fois, désespéré de remplir le devoir le plus élémentaire d'un souverain, assurer la dynastie. Sa première épouse, Marie-Louise d'Orléans, princesse française, entra en Espagne en s'attendant à épouser un roi, et découvrit un être que la cour murmurait à peine humain. La nuit de noces fut un désastre. Les serviteurs racontent que la jeune reine sortit en pleurs, tandis que Charles, confus, ne comprenait même pas ce qui avait échoué. La vérité était simple. Les mêmes mutations qui avaient brisé son corps avaient aussi laissé ses organes sexuels sous-développés. Charles avait la maturité d'un garçon prépubère dans le corps d'un adulte malade. Mais à la cour, on n'osait pas l'avouer. On accusa Marie-Louise d'être stérile. On la soumit à des examens humiliants, des potions dégoûtantes, des traitements cruels. La jeune reine, vive et intelligente à son arrivée, s'éteignit peu à peu, sombrant dans la dépression. Elle priait pour un miracle qui ne vint jamais, et mourut mystérieusement à 26 ans. Charles épousa alors Marie-Anne de Neubourg, mais à ce stade, il était encore plus faible, et la reine, horrifiée par son mari, sut vite que donner un héritier était impossible. La cour essaya tout. Médecins venus de toute l'Europe, traités anciens, remèdes magiques. Rien. Le roi ne pouvait pas. Et l'Europe, elle, attendait. Car tout le monde savait que sans héritier, le trône espagnol déclencherait une guerre mondiale. Quand la médecine échoua, la cour se tourna vers le surnaturel. Charles II fut soumis à des exorcismes publics dans le palais royal même. Les prêtres criaient qu'il était possédé par des démons. Devant les nobles et les ambassadeurs, on voyait le roi se tordre au sol, aspergé d'eau bénite, forcé d'avaler des mélanges de reliques broyées. Il vomissait, convulsait, perdait connaissance, tandis que les prêtres affirmaient voir les diables quitter son corps. En 1698, on alla jusqu'à purifier tout le palais. On brûla des objets, des meubles, des souvenirs de reines défuntes, dans d'immenses brasiers, comme si l'on menait une guerre contre des fantômes. Charles, crédule et fragile, y croyait. Quand on lui disait que les démons partaient, il disait se sentir soulagé. Alors il réclamait encore plus d'exorcismes. En 1699, un prêtre affirma même avoir expulsé 47 démons différents du roi. Charles, brisé, s'effondra et resta muet 3 jours. Mais en réalité, on le torturait dans des rituels médiévaux pendant que son corps éteignait lentement de causes bien réelles que la science de les époques ne comprenait pas. En 1700, Charles II mourut. Il avait 38 ans. On pratiqua une autopsie, et ce que les médecins découvrirent fut si monstrueux que le rapport officiel fut d'abord caché. Son cœur, pas plus gros qu'une noix, noirci, ratatiné, incapable de battre comme un cœur normal. Ses poumons, pourris, gangrenés, remplis de liquide. L'odeur qui s'en dégagea fit fuir les assistants. Ses intestins, décomposés, nécrosés. Ses organes reproducteurs, infantiles, inachevés. Et dans son crâne,
une accumulation anormale de liquide autour du cerveau, ce que nous appelons aujourd'hui l'hydrocéphalie. Son cerveau, lui, était abîmé, expliquant ses déficiences intellectuelles. Le médecin conclut « C'est un miracle que ce corps ait vécu si longtemps, car il ne contenait pas un seul organe sain. » Le roi était littéralement une coquille vide, un être qui survivait malgré des organes détruits. Pour beaucoup, cette découverte ne fit que confirmer qu'il avait bel et bien été maudit. Charles II vécut 38 ans, chaque jour rongé par un corps qui s'effondrait. Il mourut sans héritier. Et sa mort déclencha exactement ce que l'Europe attendait, la guerre de succession des Espagnes. Un conflit sanglant qui dura plus d'une décennie et coûta la vie à des centaines de milliers de personnes. L'obsession des Habsbourg pour la pureté du sang ne détruisit pas seulement un homme. Elle plongea tout un continent dans la guerre. La dynastie qui avait cherché à concentrer le pouvoir perdit tout, parce que son dernier roi était biologiquement incapable d'accomplir le devoir le plus simple un monarque, perpétuer la lignée. Charles II devint la preuve vivante que parfois, le pire ennemi du pouvoir absolu n'est ni la révolution ni l'invasion, mais la biologie elle-même.